partir de 15h45, donc d'ici une quarantaine de minutes, Emmanuel Macron recevra plusieurs dirigeants européens pour parler d'Ukraine, de paix et de la position que l'Europe doit avoir, mais aussi de défense. On accueille d'abord nos invités pour en parler. André Lezecroug-Pietri, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur de la Joint European Disruptive Initiative et spécialiste des questions européennes. Jean-Éric Brana est avec nous aussi à distance. Bonjour à vous, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'Université Paris 1. Ulrich Bouna, bonjour à vous, analyste géopolitique. Et bien sûr, pour m'accompagner pour l'international, Hugues Huette. Bonjour à tous les quatre. Alors, on sera un peu partout en Europe, évidemment, pour comprendre comment la situation est vue et vécue dans les différentes capitales européennes. On va d'abord retrouver sur place, à l'Elysée, c'est là que ça va se passer. Éléonore Bailly pour France Info. Éléonore, l'Elysée insiste sur le terme. Ce n'est pas un sommet, c'est une conversation informelle. Oui, c'est ça, informel, parce qu'en fait, il y a quelques heures, simplement, cette réunion, elle n'existait même pas. La décision, elle a été prise hier, dimanche, par Emmanuel Macron, pour faire suite aux déclarations des États-Unis de ces derniers jours. Déclarations dans lesquelles, en fait, il était question que le sort de l'Ukraine soit réglé en tête-à-tête entre les États-Unis et la Russie. Et ça, c'est pas supportable pour l'Europe. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a pris cette décision. Il a donc demandé à certains chefs de gouvernement européens de le rejoindre ici à l'Elysée aujourd'hui. On va notamment voir ici le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, mais bien sûr aussi la présidente de la Commission européenne qui va donc venir ici à 15h45. Un sommet, un mini-sommet du moins, dans lequel il va être question bien sûr de l'Europe et de la sécurité de l'Europe. Et là, il faudra parler avec un front uni et solide et puis aussi le sort de l'Ukraine. De tout cela, il sera question cet après-midi. Je peux aussi vous dire qu'il y a énormément de monde à l'Elysée cet après-midi. 300 journalistes ont été accrédités et par ailleurs il n'y aura pas de prise de parole à la suite de ces pourparlers entre les chefs de gouvernement. En revanche, il y aura des déclarations qui seront faites dans les ambassades de tous les pays qui vont arriver tout à l'heure à l'Elysée. Merci Éléonore Bailly, évidemment. On jettera un œil à partir de 15h45 à la cour de l'Elysée où les voitures commenceront à arriver. Hugues Huette, on va employer les termes, c'est un sommet. Oui, c'est une forme de sommet. Ouais. Effectivement, se réunir à 27, c'est toujours extrêmement compliqué. Ça prend du temps, c'est complexe, sans compter les positions divergentes, c'est le moins qu'on puisse dire, des Hongrois ou des Slovaques, par exemple. Donc oui, faire une réunion comme ça très rapidement, c'est évident parce qu'il y a le feu. Il y a le feu parce que les pires craintes des Européens se confirment. Ça veut dire que ni l'Europe ni l'Ukraine ne sont conviés aux premières discussions qui vont se tenir demain en Arabie Saoudite entre les Américains et les Russes. Donc voilà, les pires craintes, donc il faut agir, il faut réagir, il faut essayer de montrer un front uni, il faut essayer peut-être même si Éléonore le disait, il n'y aura pas de déclaration ou de décision fracassante, mais il y a quand même un certain nombre de choses à mettre en ordre de marche, un déploiement éventuel de troupes européennes sur le sol ukrainien, par exemple. Peut-être aussi la désignation d'un émissaire unique qui représenterait l'Europe, parce que c'est quand même évidemment aussi l'une de ces difficultés de l'Europe, parler d'une seule voix et afficher un front commun. On le sait, c'est toujours très compliqué et on le voit déjà, il y a des fissures dans les premières réactions à ce coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui a fait que l'histoire s'accélère brusquement. Bon, on va reprendre toutes les choses dans l'ordre. André Lezecroug-Pietri. On a ce mini-sommet, je ne sais pas le terme, bon, si on reprend le terme de l'Elysée, une conversation informelle à l'Elysée, mais quand même certaines puissances qui sont là. On a Volodymyr Zelensky qui sera mercredi en Arabie Saoudite. On a les préparatifs demain, les préparatifs pour une rencontre entre Poutine et Donald Trump. Les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent, mais les choses étaient prévues. Et j'avoue que moi, je suis stupéfait de ce qui s'est... Moi, j'étais à Munich, à la conférence de sécurité de Munich, et c'est comme avec le discours avec le vice-président Vance, les Européens semblent découvrir ce qui a pourtant été annoncé par les Américains depuis 2 mois. Donc, est-ce que c'est qu'on a... Ils ont le mérite de faire ce qu'ils ont dit. Vraiment, on meurt de cette maladie de prendre un petit peu pour nos rêves pour la réalité et de ne pas s'adapter au monde tel qu'il est. Je rajoute quand même que ce sommet, puisque justement vous l'appelez comme ça, il est en train de créer une fissure en plus artificielle, puisque la réaction notamment des pays baltes, qui sont quand même les premiers concernés par une menace à leurs frontières de la Russie, ne sont pas conviés. Je peux vous dire qu'à Tallinn, à Riga,
On est très très énervé et la phrase qui revient beaucoup, c'est... Il y a le Danemark qui est présent et qui va représenter tout le monde, c'est ça hein? Oui, d'accord, mais ça ressemble à la fameuse phrase, vous savez, qui était rentrée dans l'histoire du président Chirac lors de la deuxième guerre du Golfe, où il y avait eu cette césure entre les pays de l'Est et de l'Ouest. Il ne faut pas qu'on répète cette erreur. Et très franchement, je pense qu'ils auraient été invités, ils seraient venus même en 24 heures. Donc les aspects pratiques, je pense, sont... Je ne sais pas ce qu'on joue avec ça, à ça. Et sur Zelensky qui est en Arabie Saoudite, alors j'ai cru comprendre que en fait, c'était déjà prévu de longue date. Donc est-ce que la date est choisie par hasard? Probablement pas. Mais en tout cas, l'histoire s'accélère et les Européens sont en train d'en sortir très vite. Ulrich Bouna, vous avez le sentiment que les choses commencent à s'accélérer ou pas? Oui, très clairement. Déjà, il y avait une première accélération du fait de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et on se doutait, suite à ses propositions de campagne disant qu'il allait régler l'affaire en 24 heures, on pouvait se douter qu'effectivement les choses s'accéléreraient, mais elles ont effectivement pris un espèce de coup de turbo depuis le milieu de la semaine dernière, depuis finalement le coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les Européens étaient dans une position très attentiste. Ils attendaient grosso modo la conférence de Munich pour voir un petit peu ce que les Américains allaient proposer. Et finalement, ils ont été complètement pris de court et limite complètement étonnés, surpris par ce coup de fil entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Mais comme ça a été dit précédemment, en fait, finalement, Donald Trump ne fait qu'appliquer la politique qu'il avait déjà appliquée lors de son premier mandat. C'est juste que là, il le fait peut-être de façon encore plus violente, rapide et chaotique. Mais encore une fois, les Européens auraient dû se préparer bien avant et ne pas être dans la réaction comme on l'est aujourd'hui. Jean-Éric Brana, est-ce que les Américains ont mis le bazar? Enfin, je vous pose la question, mais c'est plus une affirmation. Ils ont mis le bazar, les Américains? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a des réactions épidermiques qui sont un peu étonnantes, mais je ne crois pas que les Américains aient mis le bazar. Je crois que on surréagit par rapport à tout ce qui se passe. La preuve, on dit tout va très vite, c'est le turbo, on est dépassé, l'Europe est rejetée, on est cassé, on est en train d'opposer un peu tout le monde. On explique que les pays baltes sont en panique parce qu'ils ne sont pas invités à une réunion à Paris. Calmons-nous. Ce qui s'est passé, en réalité, il y a eu un discours de Vance, qui est un discours sur lequel on va certainement revenir. Il y a beaucoup à dire. Et puis, il y a eu ensuite une déclaration de Rubio qui nous dit à l'Ouest, rien de nouveau. Pour l'instant, on commence simplement à prendre des contacts et il est hors de question que l'Europe ne soit pas dans les parlers, l'Ukraine pas dans les pourparlers. Pour l'instant, moi, j'en suis là. Il est hors que l'Europe, enfin, ça fait partie des éventualités quand même que l'Europe ne soit pas dans les pourparlers. Oui, parce que en fait, on a un peu de mal quand même à comprendre la position américaine. On se doute que ça va plutôt dans le sens des Russes versus les déclarations de Donald Trump, mais on a quand même un petit peu du mal à comprendre leur position. D'un côté, par exemple, il y a l'émissaire Kellogg qui dit « moi je suis de l'école du réalisme, donc les Européens ne feront pas partie des discussions ». Et puis de l'autre, on a effectivement un Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui est plus conciliant déjà dans la forme. On a un chef du Pentagone la semaine dernière, Pete Hegseth, qui a été d'une violence incroyable, infinie, qui plus est à dévoiler, si j'ose dire, toutes les concessions qui seraient données aux Russes, ce qui, je ne sais pas, mais dans un jeu de négociation ne se fait pas vraiment. Hein, on n'abat pas ses cartes avant même d'avoir un peu connaissance et d'avoir commencé à discuter avec l'adversaire. Et voilà, donc il y a une forme, sinon de cacophonie, en tout cas on lance des pistes à droite, à gauche. Tout le monde est un petit peu perdu. La seule certitude quand même, malgré tout, à cette heure, c'est que les Européens ne sont pas dans le jeu, qu'ils ne sont pas conviés, que les Russes n'en veulent pas et que Zelensky, lui non plus, n'est pas convié. Il va se rendre en Arabie Saoudite, mais c'est pas du tout dans le cadre de ces négociations, en tout cas officiellement, c'est absolument pas dans le cadre des négociations bipartites entre les Russes et les Américains. Justement, écoutez ce que disait Sergei Lavrov à ce sujet. Le Russe, évidemment, qui dit en gros pourquoi inviter les Européens alors qu'ils veulent la guerre. Utiliser le cessez-le-feu pour renforcer militairement l'Ukraine, la philosophie des Européens n'a pas changé. Je ne sais donc pas ce qu'ils feraient à la table des négociations. S'ils souhaitent proposer des idées sournoises sur le gel du conflit, alors que leurs propres pratiques et leur morale signifient que la guerre va continuer,
Alors pourquoi les inviterait-on ? André Lecroux-Pietri, ils sont hors du jeu, les Européens, pour l'instant? Oui, alors peut-être quand même pour revenir juste sur la déclaration du secrétaire d'État à la Défense, Peter Hegseth, il a effectivement abattu 2 cartes, qui étaient de dire pour nous l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas à l'ordre du jour, et deuxième chose, on considère que le retour aux frontières de 2014 est totalement est illusoire. Je crois que c'est ces mots exacts. Donc en fait, c'est les 2 choses sur lesquelles aujourd'hui les Européens se sont, eux, avancés. Donc, et sur la stratégie de négociation, moi je pense que là aussi on est très surpris, mais c'est Trump, même homme d'affaires, sa stratégie de négociation, c'est justement d'avoir des messages totalement contradictoires, que certains appellent irrationnels, mais c'est une tactique de négociation. Il en a même parlé dans son livre, c'est je dis blanc, je dis noir, comme ça je déstabilise complètement mon adversaire. C'est ce qu'il est en train d'appliquer. Alors en plus maintenant, il a son secrétaire d'État, il a Rubio, il a Hegseth, et il utilise. Alors est-ce que c'est très coordonné? Probablement pas autant qu'on pourrait le penser, mais ce qui est sûr, c'est que on voit un jeu de go, là, véritablement appliqué à la fois par les Américains et les Européens qui sont un peu figés dans leur certitude et qui ont énormément de mal, en fait, à être d'une grande agilité à un moment où l'histoire accélère. C'est-à-dire, c'est là où il faut être très agile, c'est là où probablement notre diversité devrait être une chance et où moi, personnellement, je regrette amèrement qu'on ait essayé qu'on fasse un petit peu cette scission au sein de l'Europe, parce que je pense qu'on se prive de gens qui connaissent très très bien la Russie. Ah là, vous parlez de scission aujourd'hui, ouais. Le fait de ne pas inviter les premiers concernés en termes de proximité géographique. Mais du côté de l'Élysée, on dit que c'est qu'il y a un premier pas, c'est une première étape. C'est la décision de l'Élysée, mais je ne crois pas que ça va servir les Européens. Juste une incidente, les 8 pays concernés, donc qui sont invités, enfin les 7 pays plus la France, ce sont aussi des pays qui ont une armée de plus de 100 000 hommes. C'est peut-être aussi un aspect des choses pour discuter éventuellement d'un déploiement futur. Voilà, ce sont des armées quand même relativement conséquentes. Vous avez raison sur le fait, mais comparer les pays baltes qui sont, eux, tout à fait prêts à partir sur un conflit dur avec la Russie et comparer avec l'armée allemande qui, certes, a plus de 100 000 hommes, mais selon les termes même du chef d'état-major de l'armée de terre allemande, est totalement incapable de se défendre. Je crains qu'aujourd'hui, les pays baltes soient beaucoup plus puissants militairement. Enfin, je pense que ne les mêmes l'Allemagne, qui aujourd'hui, on l'a bien vu avec le candidat à la chancellerie Friedrich Merz, qui deviendra probablement chancelier d'ici quelques semaines, qui était à nouveau sans beaucoup de courage à Munich, qui disait oui, on est prêt à y aller, mais à condition que les autres Européens soient prêts. Donc il y avait beaucoup de conditions. On va reparler de l'Allemagne. On va s'arrêter sur le Royaume-Uni une minute. On va retrouver Ambroise Boulay, qui se trouve à Londres pour France Info. On a vu, Ambroise, cette idée britannique d'envoyer des troupes au sol. Est-ce que c'est une façon assez claire et nette de continuer d'afficher un soutien à l'Ukraine ? Absolument. Alors c'est la première fois que le chef du gouvernement britannique évoque l'envoi de troupes au sol, et c'est un message aussi envoyé à l'attention des autres pays européens et notamment l'Allemagne qui s'y est toujours, elle, montrée réticente. Et puis Keir Starmer a fait savoir que protéger l'Ukraine, c'est aussi protéger le reste du continent européen et protéger le Royaume-Uni indirectement. En fait, en proposant d'envoyer des troupes, il envoie aussi un message aux États-Unis, car Keir Starmer veut faire le pont, il veut rétablir le dialogue avec Donald Trump d'une certaine façon, en montrant que les Européens sont prêts à se donner les moyens de leur propre défense et à ne pas compter exclusivement sur l'aide américaine. Et en faisant cette démonstration de bonne volonté, il espère en retour obtenir des garanties de Donald Trump. Il y a néanmoins des incertitudes. Le Royaume-Uni a-t-il les moyens de ses ambitions? Selon les estimations, il faudrait peut-être envisager dans ces cas autour de 100 000 troupes au sol. Alors il faut évidemment compter sur les autres voisins européens. Et puis des généraux britanniques mettent en garde contre le fait que la dépense de la défense britannique est insuffisante, estime-t-il, même si le budget de la défense britannique est environ 30% supérieur à celui de la France à population égale. C'est insuffisant, estiment les experts. Merci Ambroise Boulay depuis Londres pour France Info. Ulrich Bouna, c'est ça la question finalement en fond. On parle de la défense d'une Union européenne pour défendre une unité européenne pour défendre l'Ukraine, mais en toile de fond, c'est quand même la sécurité européenne. Complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, au-delà de la question ukrainienne qui fait que les Européens doivent se mobiliser, l'autre sujet, c'est
grosso modo, le retrait progressif des États-Unis qui s'accélère avec Donald Trump, mais qui est une tendance de fond. Il va falloir que les Européens, effectivement, prennent en charge leur propre sécurité, à commencer par le flanc oriental de l'Europe. On citait les Baltes, la Pologne, etc., qui vont devoir être de plus en plus soutenus par l'Union européenne, puisque les Américains vont retirer des hommes et très probablement aussi du matériel. Donc il va falloir, je dirais, faire preuve de fermeté et d'ambition, en fait, déjà dans nos capacités, d'investir dans nos propres capacités militaires, mais surtout dans le soutien, finalement, on va dire, à l'ensemble des pays de l'Europe, et puisque donc ça ira au-delà de ces 8 pays-là, et le soutien à l'Ukraine. Donc ça suppose, je dirais, un effort militaire, mais ça suppose aussi un effort financier très conséquent, et c'est l'un des sujets qui va être abordé probablement aujourd'hui, vu que Ursula von der Leyen notamment est là, c'est que faire en termes budgétaires pour un petit peu pour faire comme ce qui avait été fait pendant le Covid, c'est-à-dire mettre en commun pour emprunter sur les marchés et augmenter les capacités industrielles et militaires européennes. Ouais, c'est ça, André Le Krug-Pietri, l'Europe pense à s'endetter. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'aimerait Emmanuel Macron, que l'Europe s'endette ensemble pour s'armer. Hein. C'est ça, oui, alors, ça c'est toujours la réponse européenne, c'est quand il y a un problème, on crée un fonds d'investissement. Déjà, ce serait déjà pas mal de bien investir l'argent qu'on a à disposition et de vraiment transformer notre économie en économie de guerre, puisqu'on en parle toujours. Aujourd'hui, il est un fait que la totalité des dépenses de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne, est inférieure militaire à celle de la Russie, alors qu'on était juste une fraction avant la guerre. Donc la Russie est montée en gamme, pour une raison qu'on connaît bien. Et pas l'Europe. L'Europe, on est à plus 30%. C'est pas ce qu'on appelle une économie de guerre. Et ça veut dire aussi des décisions très courageuses de changer la manière de faire de l'achat public. On voit aucun... Ce serait quoi, par exemple ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut plusieurs années avant que des matériels militaires soient testés. On bricole un petit peu avec les startups, et on en a un peu entendu parler lors du sommet de l'IA, mais on ne change pas vraiment la donne. On a vu récemment sur une nouvelle constellation qui est pour les satellitaires, qui est pour les communications satellitaires, qu'on a mis un pourcentage attribué aux sociétés qui ne sont pas les sociétés traditionnelles militaires, mais il y a beaucoup de doutes sur le fait que ce pourcentage va être atteint, enfin tous les programmes précédents. C'est-à-dire pour aller plus vite, on écarte les normes, tant pis pour les normes, on accélère. En fait, on voit c'est vital et donc on passe au-dessus des normes. C'est plus que les normes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un système qui est très basé sur la guerre d'avant. Je donne un exemple qui est très concret et qui va peut-être pas faire plaisir à tout le monde en l'entendant. On a un projet depuis 2014 qui s'appelle l'Eurodrone. Il était prévu pour être dans les forces en 2025. Là, on s'attend à ce qu'il soit en 2030. C'est un drone européen à 100 millions d'euros pièce. Clairement, un programme qui aujourd'hui n'est plus du tout adapté. Plus personne va envoyer un drone à 100 millions. Qu'est-ce que ça symboliquement, coûte combien un drone iranien par exemple là, quoi, 30 000 $. Ouais, voilà, 30 000 rien à voir. Et donc en fait, on ne prend pas on prend pas en compte la nouvelle réalité, et deux, on n'a pas le courage de tuer. Ça serait symboliquement très fort parce que ça montrerait à nos industriels. On tue le programme et on dit on passe à autre chose. Et on passe à autre chose. Et en fait, il faut s'adapter à ça. Les Russes ont eu beaucoup de mal au début à s'adapter, mais aujourd'hui, on a des cycles d'innovation sur le terrain de bataille ukrainien qui sont de l'ordre de 3 à 6 semaines. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles versions. Nous, on est encore sur 2 à 3 ans. Quand ça va vite, l'histoire du drone dont je vous parle, c'est 16 ans. Donc en fait, il faut y avoir quelques décisions symboliques, et celles-là, elles sont extrêmement difficiles à prendre parce qu'il y a des intérêts industriels, il y a des intérêts financiers, et surtout, on a beaucoup de mal, rien qu'entre la France et l'Allemagne, à se mettre d'accord sur des programmes communs. Là, il faut qu'il y ait un petit peu de leadership politique qui est dans les paroles. Mais aujourd'hui, on souffre en Europe d'un manque d'exécution. C'est-à-dire qu'on va encore entendre pendant je suis sûr, des annonces sur des milliards d'euros. Et j'ai envie de dire, dépensons déjà extrêmement bien, surtout dans ces moments budgétaires contraints, ce qu'on dépense, et on est très loin de le faire. Jean-Éric Brana, est-ce que Donald Trump n'est pas en train de gagner un bras de fer qu'il avait entamé, je crois, lors de son précédent mandat, sur les 3% du PIB en dépenses militaires aujourd'hui? Beaucoup de pays européens sont bien en deçà de ces 3%. Donald Trump avait exigé que tout le monde soit au moins à 3%, et j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça. Écoutez, je ne sais pas, j'ai l'impression que la conversation pousse quand même à détester les Américains et à faire quand même pas mal d'anti-américanisme. Je viens de vous dire, est-ce que Donald Trump n'est pas en train de gagner son bras de fer ? Eh bien justement, je ne pense pas qu'il y ait un bras de fer particulier. Je pense qu'il y a aux États-Unis une demande très forte pour que les Européens prennent en charge leur sécurité, qui monte à 5% d'ailleurs. D'ailleurs, il y a eu une déclaration de Cornyn à la suite du débat de Vance qui était assez
éloquente à ce sujet-là, mais maintenant on mélange l'ensemble des sujets. D'après ce que j'entends là, on a l'impression que l'Alliance Atlantique n'existe plus, qu'elle a explosé. Bien sûr qu'elle existe toujours, bien sûr qu'on peut toujours compter sur la défense des Américains. Tout à l'heure, vous avez repoussé d'un revers de main ce que je disais à propos du fait que l'Europe serait dans les négociations. Elle n'y est pas pour l'instant parce que Trump fait son petit tour de chauffe. Il a besoin de faire le kéké là en allant parler directement avec Poutine. Et pour l'instant, ce qu'il veut, c'est se mettre en avant. En réalité, moi j'écoute Marco Rubio puisque la diplomatie c'est lui, c'est pas Exet et c'est pas Vance qui, ni l'un ni l'autre, n'ont la diplomatie dans leurs mains. Rubio fait partie des 17 qui sont dans le caucus de défense de l'Ukraine. Il a défendu l'Ukraine depuis le départ. Il le dit encore très fortement aujourd'hui. Vous l'avez entendu dans sa déclaration sur CBS. Il était très embêté aux entournures avec le fait que Vance ait parlé de cette façon-là à la conférence de Munich. Alors, moi, je vais vous laisser terminer, Jean-Luc Brana. On va justement l'écouter, puisque vous le citez, Marco Rubio, justement le secrétaire d'État américain. Un coup de téléphone ne fait pas la paix. Un coup de téléphone ne résout pas une guerre aussi complexe que celle-ci. Mais Donald Trump est le seul dirigeant au monde qui pourrait entamer ce processus. D'autres dirigeants ont essayé, ils n'ont pas réussi. Si les négociations sont réelles, l'Ukraine devra être impliquée car c'est elle qui a été envahie. Et les Européens devront être impliqués car ils ont également imposé des sanctions à Poutine et à la Russie. Nous n'en sommes tout simplement pas encore là, mais nous y arriverons, espérons-le, car nous aimerions tous voir cette guerre prendre fin. Donc vous dites qu'on fait de l'anti-américanisme, mais vous nous dites aussi que c'est lui qu'il faut écouter et pas le président des États-Unis. Eh bien, vous voulez de l'entendre, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas ce qu'on raconte d'habitude sur les antennes. En reprenant ce discours de Vance, excusez-moi, mais Vance, c'est un type incompétent sur le plan international. Et c'est ce qu'on a vu dans ce discours. Il est venu nous parler du fait qu'on avait la liberté d'expression. Moi, je n'ai rien à faire qu'il nous parle de la liberté d'expression. Très bien. Après tout, il a le droit de dire ce qu'il veut, mais c'est pas le rôle de la conférence de sécurité. Et on avait eu le même phénomène avec Pence en 2019, quand il était venu nous parler également, nous remonter les bretelles. Bon, il faut un petit tour de chauffe en tant que vice-président, mais encore une fois, c'est pas eux qui portent la diplomatie américaine, et la diplomatie américaine, elle n'a pas changé. Elle reste la même, toujours liée avec les Européens. Arrêtons d'être dans le pessimisme, regardons ce qui se passe. Pour l'instant, ce qui est en jeu, c'est la paix en Ukraine, et c'est la sécurité de l'Europe. Vance n'a parlé ni de l'un ni de l'autre, parce qu'encore une fois, il est totalement incompétent sur les affaires internationales. Alors plutôt que de commenter ce que nous dit Vance ou ce que ne dit pas Vance, ou Exet même, qui est aussi incompétent que l'autre, regardons encore une fois les adultes de la pièce et écoutons ce qu'a dit Trump à la suite de ça. Il n'a rien dit du tout, à part de dire « Ah, écoutez, il a bien parlé sur la liberté d'expression, mais pour l'instant, on ne l'a pas entendu. » Et je crois qu'il faut rester sur des actes et la parole diplomatique. Et pour l'instant, pour moi, la parole diplomatique n'a pas changé. Huguette, c'est Marco Rubio qu'il faut écouter. Je serais dans l'incapacité de répondre. Ça, c'est peut-être plutôt Donald Trump qu'il faut écouter et qu'il faut essayer de décrypter. Marco Rubio, c'est pas un fidèle parmi les fidèles de Donald Trump. Certes, il est secrétaire d'État américain, donc il conduit la diplomatie, mais quelle est sa marge de manœuvre? Quelle est sa liberté d'action? Je ne suis pas certain qu'elle soit excessive. Moi, ce que je retiens aussi de la conférence de Munich, au-delà effectivement des propos de J.D. Vance qui étaient extrêmement insultants pour les Européens et qui étaient effectivement tout à fait en dehors de ce pourquoi on pensait l'avoir invité, à savoir parler de l'Ukraine. Ce dont je me souviens, moi, de cette conférence de Munich, c'est aussi Zelensky, totalement seul, presque perdu d'une certaine manière, qui est obligé de manier le sens de l'humour, de dire « Ah, j'ai obtenu le numéro de téléphone direct de Donald Trump parce que Trump m'a dit « Tu peux m'appeler quand tu veux », mais justement, je lui ai dit « J'ai pas ton numéro de téléphone, donc donne-le-moi s'il te plaît ». Enfin, qui est obligé de s'en sortir par des traits d'humour, alors qu'il voit bien que une à une, les portes se referment. Pour l'Arabie Saoudite, c'est ce qu'il dit. Il dit, moi, je suis absolument, je sais pas du tout ce qui va se passer. Donc voilà, il y a effectivement, moi, je trouve Zelensky là en ce moment assez, il est dans un coin et il sent qu'il risque de perdre la partie. Oui, Ulrich Bouna, c'est peut-être le côté inquiétant de se dire que Volodymyr Zelensky lui-même c'est ce qu'il dit en tout cas, n'est pas au courant de ce qu'il se passe. Mais est-ce que pardon, je prolonge juste la question, est-ce que c'est pas d'abord une affaire américaine et russe de se retrouver pour normaliser les relations, pour arriver à des discussions de paix?
Le problème, c'est que les deux vont ensemble. C'est-à-dire qu'on peut pas imaginer que les Américains reprennent langue avec les Russes sans mettre tout sur la table. Et d'ailleurs, c'est ce que vont faire les Russes. La délégation envoyée par Moscou est une délégation de poids lourds, avec des gens qui sont extrêmement robustes dans les négociations internationales. Et pour le coup, dans la délégation américaine, on en a quand même 2 sur 3. Alors certes, il y a Marco Rubio, mais il y a quand même aussi Tim Walz, me semble-t-il, et Witkoff, qui sont 2 personnages qui, pour le coup, en fait, ont des positions qui sont relativement, on va dire, transactionnelles, comme Donald Trump, avec la Russie. Donc pour le coup, on a quand même un vrai risque de voir que beaucoup de choses, donc effectivement sur l'Ukraine et sur la sécurité européenne, sont mises sur la table et les Européens n'y seront pas. Alors effectivement, cette première rencontre, ça va probablement être pour rouvrir des canaux diplomatiques. On peut envisager des rouvertures de consulats, ce genre de choses, redéfinir exactement l'ensemble des canaux diplomatiques entre les deux pays. Mais le problème, c'est que les Russes vont vouloir pousser leur avantage au maximum et je ne suis pas complètement certain que Donald Trump ait véritablement une vision stratégique claire de comment négocier avec des négociateurs hors pair comme les Russes. Donc effectivement, le risque que les Ukrainiens et les Européens soient passés par perte et fracas dans une espèce de deal invraisemblable entre les Russes et les Américains, qui serait d'ailleurs probablement inapplicable sur le terrain, ce risque, il est vraiment réel et il nécessite en fait que les Européens véritablement se consolident, parce que le monde dans lequel on se dirige, quand bien même l'OTAN effectivement restera présente, le monde en fait dans lequel on se dirige, c'est un monde où la diplomatie a de moins en moins de place et où l'usage de la force en fait a de plus en plus de place, que ce soit les Chinois, les Russes ou les Américains. Il est très clair que cette stratégie va se globaliser. On va écouter Donald Trump justement à la sortie de son avion. Il s'exprimait ces dernières heures, se disant persuadé, vous allez l'entendre, que Vladimir Poutine voulait la paix et mettre fin donc à la guerre. Je pense que Poutine veut la fin de la guerre, tout comme Zelensky. Lui aussi veut en finir rapidement. Quand avez-vous prévu de rencontrer Poutine en Arabie Saoudite? Aucune date n'a été fixée, mais cela pourrait être très bientôt. Ce mois-ci? Eh bien, ce sera bientôt. Nous verrons ce qu'il en est. Bon, elle va servir à quoi cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine? Et ce qui est sûr, c'est que pour les Russes, c'est un coup formidable parce que ça les remet en selle. Je pense effectivement, enfin, ce qui a été annoncé, l'agenda était beaucoup plus large que l'Ukraine. C'est la reprise des discussions et des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Russie, ce qui est quand même la fin de l'isolement diplomatique majeur qu'a subi la Russie depuis 2 ans et demi. Donc pour eux, de toute façon, c'est déjà un gain. Je repensais encore à nouveau à la place des Européens. Alors, on peut toujours rêver, mais vous voyez, je voudrais savoir si dans les discussions qui auront lieu même à Paris aujourd'hui, il y aura la représentante permanente Kaja Kallas, qui est l'ancienne première ministre estonienne, qui est considérée comme une des meilleures spécialistes de la négociation avec la Russie, parce que son pays était donc ça serait intéressant de savoir si, même dans les discussions maintenant avec la Russie, il va y avoir l'implication de ce genre de poids lourds qui ont l'expérience de travailler. Mais en tout cas, pour la Russie, c'est un coup de maître. Pour les États-Unis, c'est une manière de montrer, regardez mes promesses que j'ai fait à mon électorat. Alors, il ne les a pas tenues dans les 24 premières heures, mais il les aura tenues dans il avait rectifié. Absolument, dans le premier mois. Et les choses s'accélèrent. Et à nouveau, enfin, par rapport à notre collègue, ça n'a rien à voir avec de l'anti-américanisme. Moi, au contraire, je suis extrêmement inquiet. En fait, les Européens sont aujourd'hui en train de payer leur absence de stratégie claire, leur absence d'avoir aussi impliqué la population. Mais là, on le voit encore sur les troupes au sol quand vous parlez de stratégie claire. Il y a une annonce et personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord. Et pour faire quoi? Pour des garanties de... Enfin, voilà. On paye aussi notre absence d'anticipation. Franchement, à nouveau, c'était écrit. Et on paye aussi notre absence de courage, il faut le dire très clairement. L'absence de courage des Européens sur une affaire comme le Groenland, où on a laissé le Danemark tout seul avec une première ministre danoise qui était également à Munich. Tout ça, le monde entier le regarde et Trump regarde aussi. Et je dis, ça va être peut-être mon côté un petit peu idéaliste ou positif. Peut-être qu'il a regardé quelle était la réaction des Européens pendant ces premières semaines. Et il voit que finalement les Européens ne sont pas coordonnés, il se dit whatever. Pourquoi les avoir à bord? Je ne sais pas. Ça, c'est la version optimiste. Après, il y a probablement la version qu'il considère que c'est qu'à lui et lui seul de décider. Huguette? Non, pour parler effectivement des discussions entre Européens, on sent que même par exemple pour l'engagement de troupes au sol, c'est pas forcément parti pour une cohésion, une position commune.
Les Anglais, effectivement, Keir Starmer l'a dit, ils sont partants, mais de toute façon, ils sont les plus fidèles soutiens de l'Ukraine depuis le début du conflit. Emmanuel Macron l'a dit, oui, il serait partisan effectivement d'un déploiement de forces françaises. Et puis qui d'autre? Les Suédois, oui, qui ont dit effectivement aujourd'hui on est partant. Sans doute que les pays baltes le seraient aussi, mais par exemple la Pologne, elle l'a dit très clairement aujourd'hui, il n'en est pas question. Alors il y a aussi toute l'histoire de la Pologne vis-à-vis de l'Ukraine, etc. Tout ça, ça joue évidemment. Et puis l'Allemagne l'a dit, il est hors de question d'engager des troupes en Ukraine s'il n'y a pas un engagement total des États-Unis. Donc on voit déjà que sur cette hypothétique force européenne de maintien de la paix, si j'ose dire. D'ailleurs, est-ce qu'elle serait sous mandat des Nations Unies? Là aussi, on peut en douter, étant donné quand même que les deux principales puissances aux Nations Unies, en tout cas au Conseil de sécurité, la Russie et les États-Unis, ne seront sans doute pas partants pour qu'il y ait un mandat des Nations Unies. Donc c'est un peu compliqué tout ça déjà. Le début du commencement d'une coordination sur l'envoi des troupes, déjà, les premières failles apparaissent. Alors, petit point d'incertitude, et vous l'avez évoqué, en Allemagne, il ne vous aura pas échappé qu'il y a des élections dans quelques jours, et probablement de ces élections dépendra aussi la position claire de l'Allemagne. Depuis Berlin, pour France Info, Julien Méchaussy. Pour ce sommet à Paris, l'Allemagne, le plus important soutien financier de l'Ukraine derrière les États-Unis, est évidemment en première ligne. En France, Olaf Scholz arrive avec un objectif bien précis qu'il a encore répété hier soir avec force lors d'un débat télévisé. Nous avons notre mot à dire, car sans nous, rien ne sera possible. Une réponse ferme aux positions du vice-président américain J.D. Vance vendredi à Munich. Alors à Paris, le chancelier qui joue actuellement sa réélection espère régler avec ses partenaires européens différentes questions. D'abord, le déploiement de soldats en Ukraine dans l'éventualité d'une opération de maintien de la paix, mais aussi la possibilité d'envoyer davantage d'armement, notamment la livraison du fameux missile allemand Taurus. Vu de Berlin, il s'agit donc d'un sommet qui doit permettre à l'Europe de réaffirmer son rôle incontournable dans la résolution du conflit en Ukraine. André Legoucq-Pietri, on connaît la position sur l'avenir et de l'Europe et de l'Ukraine, et éventuellement d'une armée européenne ou d'une défense européenne du prochain chancelier allemand? Oui, bon alors, on est dans 10 jours, donc on ne peut pas prédire, mais aujourd'hui quand même, Scholz ne sera plus chancelier d'ici quelques semaines, donc il faut porter son attention effectivement sur Friedrich Merz, qui est, sauf basculement improbable, parce que l'AfD, avec les 2 attentats qu'il y a eu dans les derniers jours, a le vent en poupe, mais après, c'est le patron de la CDU, donc des chrétiens démocrates. Mais écoutez, samedi à Munich, il tortillait un petit peu sur l'utilisation de ces fameux Taurus, donc ces missiles à longue portée pour faire des frappes dans la profondeur, sur lesquels les Britanniques et les Français ont depuis longtemps donné l'autorisation d'utilisation de leurs propres missiles. Donc l'Allemagne, elle est encore à ce genre de discussion. On ne peut pas en plus exclure qu'il y ait une coalition. Alors la coalition la plus probable, c'est peut-être entre la SPD et la CDU, ou bien entre la CDU et les Verts. Et dans un cas comme dans l'autre, ce ne sont pas des partenaires qui ont été extrêmement favorables à un engagement massif. La SPD elle-même, les socialistes, étant vraiment partagés par un vieux courant pro-russe, symbolisé par l'ancien chancelier Gerhard Schröder, qui, je le rappelle, est encore sur le conseil d'administration de Gazprom. Donc on a quand même avec l'Allemagne, et je suis allemand en partie, un vrai souci. En fait, il n'y a pas de stratégie allemande vis-à-vis de l'Ukraine. On paye beaucoup plus que les Français, ça aussi, il faut savoir le dire, mais l'engagement au-delà de ça, il est... Et ça joue un peu sur le bazar qu'il y a en Europe ou pas? C'est sûr, puisque c'est quand même le poids lourd économique, c'est le poids lourd qui, et comme l'économie aujourd'hui joue quand même un rôle absolument essentiel pour les Allemands, les Allemands ont connu moins 4% dans la production industrielle l'année dernière, donc ils sont en train de vivre une désindustrialisation. Donc les Allemands aujourd'hui essayent de retrouver un modèle économique, et ça va passer par des alliances avec la Chine, donc ça pose des problèmes dans leur association traditionnelle avec les Américains. Comment garantir une industrie qui continue à fonctionner avec des prix d'électricité faibles? Comment est-ce qu'on évite cette instabilité géopolitique qui, pour un des premiers exportateurs mondiaux, est de toute façon négatif? Non, les Allemands aujourd'hui sont dans un flou stratégique absolument complet, et
Voilà, alors les Allemands ont beaucoup d'espoir vis-à-vis de Friedrich Merz. Mais bon, c'est aussi un homme qui a presque 70 ans. Est-ce qu'il sera capable de faire... Alors, il y a deux manières de voir. Ça sera son dernier grand poste. Donc, soit il est capable de décisions très courageuses. Mais alors, il y a eu peut-être une chose qui est assez intéressante dans son discours. Pour la première fois, il a dit ce sujet de l'utilisation des missiles à longue portée sera une décision exécutive. Et ça, dans une tradition où l'Allemagne, la fameuse Bundeswehr, l'armée allemande, c'est l'armée du Parlement, Parlamentsarmee. Là, c'est la première fois qu'en fait, il affirme une prééminence du pouvoir exécutif, donc du chancelier, sur le genre de décision. Est-ce que ça signale une espèce de rupture? Il est peut-être juste prudent dans les 10 jours de campagne électorale restante. Ulrich Bouna, est-ce que tout ça doit nous faire conclure à tous que l'Europe, dans les années qui viennent, va devoir au moins savoir se défendre toute seule? C'est une certitude. C'est une certitude, effectivement. Alors, c'est un vieux sujet que les Européens ont toujours voulu mettre un petit peu sous le boisseau parce que c'est compliqué. On touche sur du régalien, donc c'est compliqué de tous s'entendre à 27 sur du régalien. Ça demande énormément d'investissement. Les Allemands, pendant très longtemps, ont complètement déporté, on va dire, leur défense sur les Américains. Ce temps-là est révolu. Quoi qu'il arrive, en fait, les Américains, eux, basculent vers l'Asie-Pacifique. C'était déjà le cas sous Obama, c'était déjà le cas sous Trump numéro 1, mais là, les choses, effectivement, ce basculement, il est de plus en plus perceptible. Donc les Européens doivent donc effectivement prendre un petit peu leurs responsabilités et leur destin en main s'ils veulent continuer à exister. Et encore une fois, d'autant plus que on le voit bien, en fait, on se dirige vers un monde où les normes internationales, le droit international sur lequel, la diplomatie sur lequel l'Union européenne s'est bâtie, il faut le dire, ces normes, ces effets diplomatiques sont de moins en moins prégnants dans le monde. Et donc, effectivement, si on veut peser au niveau international, il va falloir avoir un discours beaucoup plus ferme. Et pour être ferme, il faut être crédible militairement. Jean-Éric Brana, vous disiez que le traité... que l'OTAN, en gros, n'était pas morte et que les États-Unis allaient toujours défendre l'Europe. En somme, s'il le fallait, est-ce que les Européens ont malgré tout raison d'avoir peur de ne pas être défendus demain par les États-Unis? Est-ce qu'on en fait trop? Oui, je crois qu'on en fait beaucoup trop, oui, effectivement, mais je suis assez d'accord avec Ulrich sur tout ce qu'il vient de dire. Il y a un réalignement des États-Unis, plutôt de réorientation sur l'Asie. Et effectivement, ça avait commencé avec Obama, ça s'est interrompu parce que il y a eu un danger en Europe, une vraie alerte quand même, puisque un pays a été attaqué et envahi. Et c'est vrai que les frontières européennes étaient en danger. La réaction de Biden à cet égard a été assez extraordinaire, puisqu'il a travaillé avec ses alliés pour apporter justement de la stabilité en faisant en sorte qu'on n'aille pas dans une guerre totale avec les Russes. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, je crois que les Américains sont rassurés sur le fait que la crise est passée. Autrement dit, il y a toujours l'Ukraine à régler, mais pour l'Europe, ils pensent que les frontières sont désormais étanches, que les Américains ont pris la mesure de ce qu'il fallait faire, qu'ils se sont engagés dans la bonne voie et que maintenant, ils aimeraient bien que les Américains finissent le travail eux-mêmes et eux se réorientent ailleurs. C'est un peu différent que de dire que les Américains abandonnent les Européens à leur triste sort et que désormais, ça va être un petit peu compliqué parce qu'on n'a plus le grand frère à côté. En cas de danger, je crois que les Américains sont toujours de notre côté, oui. Mais, Huguette, il va falloir mettre plus d'argent, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il va falloir mettre au pot. Clairement, Donald Trump, ça fait partie aussi de la série de discussions engagées ou qui s'engagent avec les Américains, c'est que effectivement, les Européens sont sommés de contribuer à l'effort de défense vis-à-vis de l'OTAN et vis-à-vis de leur budget respectif. Alors c'était dans un premier temps 3%, maintenant Trump parle de 5%. 5%, c'est considérable. Il faut s'imaginer une seconde. Le budget militaire de la France, c'est environ 50 milliards d'euros. C'est 2% du PIB. Si on porte à 5% du PIB, vous imaginez qu'il faut sortir 100 milliards comme ça du jour au lendemain. Quand on voit l'état des finances publiques en France, on a du mal à voir comment on peut y arriver, sauf effectivement si on se lance dans un grand emprunt européen et que c'est l'Europe qui endosse cet effort gigantesque. Les seuls pays qui respectent peu ou prou, on va dire, les 2-3%, les 3% pour l'instant de PIB, de part de PIB dans leur effort de défense, comme par hasard, ce sont les pays qui sont proches de la Russie. C'est d'abord la Pologne, qui en consacre plus de 4% de son PIB, les 3 pays baltes. Et ceux qui en
dépensent le moins, ce sont les pays les plus éloignés de la Russie, ceux pour lesquels la menace russe est peut-être un petit peu plus fantasmatique, c'est en l'espèce l'Espagne et l'Italie, et des pays qui sont très très loin, qui sont à un peu plus d'1% du PIB. Donc il y a un effort gigantesque à faire si on voulait effectivement suivre les desiderata de Donald Trump. Mais de toute façon, c'est certain, il y a un effort qui va devoir être fait. Ça fait partie de la balance. Alors l'Europe doit-elle, va-t-elle investir? On continue d'en parler évidemment juste après avoir fait un tour depuis Bruxelles avec Thibaut Maillet. Le scénario que les Européens redoutent depuis des mois est en train de se produire. On s'y attendait. Et pourtant, ici à Bruxelles, il y a comme l'impression que l'UE est paralysée, sous le choc. Après 3 ans de guerre en Ukraine, les Européens sont à peu près sur la même longueur d'onde. La menace sur le continent est concrète, l'allié américain n'est plus fiable et les 27 sont un peu les derniers soutiens de l'Ukraine. Maintenant qu'on a dit ça, comment fait-on? C'est là qu'on a du mal à voir l'horizon se dégager. D'abord sur le dossier ukrainien. À défaut d'être invités à la table des négociations, les 27 vont devoir se mettre au diapason, notamment sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Souvenez-vous, il y a un an, Emmanuel Macron déclenchait une vague d'inquiétude en n'excluant pas d'envoyer des militaires européens en Ukraine. Désormais, le Premier ministre britannique s'y dit aussi ouvert si nécessaire pour maintenir la paix, tout comme le gouvernement suédois. En tout cas, l'idée fait son chemin. Seconde question, comment assurer la défense de l'Europe? La Commission européenne estime qu'il va falloir investir 500 milliards d'euros dans la prochaine décennie dans la défense. Et pour ce faire, un tabou pourrait tomber, faire financer ces dépenses par un grand emprunt commun. Ce serait un bond aussi significatif que le plan de relance au moment du Covid, mais il soulève encore beaucoup de questions. Pour les Français, par exemple, il n'est pas question que cet argent serve à acheter du matériel américain. Beaucoup de questions, pas encore de réponse. D'ailleurs, l'Élysée le souligne, cette réunion ne sert qu'à poursuivre la discussion. Or, c'est rien de moins que l'avenir du continent qui dépend de ces débats. André Le Croc-Pietri. Oui, je crois que l'exemple polonais que citait Huguette est très intéressant parce qu'ils sont passés en 3 ans de à peu près ce que nous on dépense, 1,8%, 1,9% du PIB, à je crois 4,2%. Donc c'est faisable. Donc c'est tout à fait faisable quand on le veut. Et est-ce qu'on en voit les conséquences? Est-ce que les Polonais en voient les conséquences ou pas sur leur vie quotidienne? Alors ça, je ne peux pas vous le dire, mais ce qui est clair, c'est que l'effort, il est là. C'est d'ailleurs pas, contrairement à ce qu'on entend parfois un petit peu aussi chez nous, uniquement de l'achat de matériel américain. C'est surtout de l'achat. Là aussi, il faut arrêter. Là, pour le coup, je suis tout à fait dans cette ligne. Il faut arrêter l'anti-américanisme primaire. Je crois que les Polonais ont acheté des chars coréens, tout simplement parce qu'ils ont aujourd'hui acheté ce qu'il y avait de disponible. Et je reviens sur notre sujet d'économie de guerre et d'industrie. Aujourd'hui, il y a une réflexion, assez basique sur il faut mettre plus d'argent, plus de milliards. Évidemment, mettre plus de milliards, c'est une tautologie, ça va être toujours plus intéressant que d'en avoir moins. Mais si c'est pour refaire des capacités qui aujourd'hui sont inutiles sur les champs de bataille modernes, aujourd'hui on fait un petit peu, pas l'inverse, mais on essaie. Un exemple, les drones, j'en parlais tout à l'heure, les Ukrainiens sont passés entre 2023 et 2024, c'est ce qu'ils affirment, il y a peut-être un petit peu de communication stratégique là-dessus, de 120 000 drones produits à 1,3 million ou 1,4 million. Enfin, ils ont fait x10. Apparemment, les Russes ont annoncé avoir fait la même chose. Nous, on est encore sur quelques centaines. Et en plus, les produits les drones qui sont sortis sont des drones sont beaucoup plus petits, ce qu'on appelle expendable, c'est-à-dire qu'on peut dépenser en une fois. Enfin, chaque unité. Alors que tout le monde dit que c'est l'avenir du conflit armé. La deuxième chose, c'est l'intégration, la fusion des données, c'est-à-dire la capacité en fait de raccourcir les cycles entre la compréhension d'une situation avec les données satellitaires, de renseignements électromagnétiques et la mise en œuvre, le lancement d'un obus, d'une opération, c'est ce qu'on appelle le C2, le Command and Control. Là aussi, il y a un énorme effort à faire pour en fait ne pas faire juste du logiciel, mais intégrer logiciel et matériel de guerre. Et troisième chose, penser au fait qu'aujourd'hui, il faut combiner à la fois la masse, c'est-à-dire le nombre de soldats, de drones, de capacités, et la capacité de les faire évoluer extrêmement vite. Donc il faut réfléchir aussi non pas à faire des stocks qui sont de plus en plus aujourd'hui des stocks qui sont périmés de plus en plus rapidement parce que les technologies évoluent, mais de savoir produire très vite. Et là, peu de gens pensent que, à nouveau, l'effort de guerre, par exemple américain en 41-42, lorsque les États-Unis sont rentrés en guerre, n'a pas été fait par les grands industriels de la défense d'avant la guerre, il a été fait par General Motors, Ford, l'industrie automobile. Donc il faut qu'on réfléchisse de manière beaucoup plus large
et beaucoup plus stratégique. Et c'est peut-être une manière de ramener aussi les industriels allemands, français autour d'une même table. Jean-Éric Brana, pour comparer peut-être, pour avoir un ordre d'idée, aux États-Unis, on dépense quoi, combien en pourcentage pour sa défense ou pour la défense en général? Alors les États-Unis dépensent pas ce qu'ils demandent aux autres, puisqu'ils sont pour l'instant à 3,2, si je ne me trompe pas, de tête par rapport à leur PIB. Seulement, ça représente actuellement 880 milliards de dollars. C'est donc gigantesque. Et là, l'effort qui est demandé au Congrès dans le budget qui vient d'être déposé, c'est 4500 milliards de dollars de plus. C'est vraiment énorme. Et ils auront beaucoup plus que ça, parce que le Congrès traditionnellement rajoute toujours quelque chose. C'est un peu comme la corbeille de la mariée, hein. La défense est celle qu'on récompense le plus. Ils ont, dans les années récentes, modernisé tout leur arsenal de défense qui était quand même très ancien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont pu envoyer autant à l'Ukraine. Leur demande aujourd'hui, c'est que la prise en charge de la sécurité mondiale, elle se fait pas pour eux en Europe, mais elle va se faire plutôt en Asie. Donc on regarde plutôt du côté de la Chine en disant que la prochaine guerre, elle est là-bas. Et c'est vrai qu'ils essaient de l'éviter et donc d'aller contenir la Chine en étant un peu plus présent sur ce terrain-là. Et c'est pour ça qu'ils demandent un effort supplémentaire aux Européens, en rajoutant bien sûr que le fait qu'il y ait une guerre actuellement en Europe devrait nous faire prendre conscience davantage que nous avons à donner beaucoup plus d'argent. Excusez-moi encore, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je signalais tout à l'heure que Mike Pence était venu nous sermonner en 2019, ce qui ne se fait pas d'habitude, même à la conférence de sécurité, on ne sermonne pas ses amis, et c'est pourtant ce qu'il avait fait. Et à l'époque, on l'avait moqué en disant c'est du Donald Trump. Il réclamait à ce moment-là, dans son discours, 3%. Si les 3% avaient été atteints à ce moment-là, on n'aurait peut-être pas été dans la même situation aujourd'hui. Mais c'est vrai que comme c'était du Trump, on l'a moqué et on n'a pas pris au sérieux cette demande qui ne datait pas en réalité de Trump, mais bien avant. Ça a été signalé, je crois que c'était Ulrich ou Pierre, je ne sais pas, que Obama a demandé déjà la même chose. Et en réalité, les Américains cherchent à se désengager fortement. Donc, il va falloir qu'on aille au porte-monnaie. Et moi aussi, je crois que chaque pays européen peut y aller. Et on suivra donc ce qu'il se passe à l'Elysée, cette conversation informelle, comme dit l'Elysée. Les dirigeants européens vont arriver d'une minute à l'autre pour être reçus par Emmanuel Macron. Merci à tous les quatre, André Le Croc-Pietri, Jean-Éric Brana, Ulrich Bouna, Hugues Huet. Merci à vous quatre. On continue évidemment avec Patrice Ramden dans quelques minutes, avec ces images en direct des arrivées des dirigeants européens et de décrypter donc cette situation. Le temps de revenir en France, parler de violence dans les transports, vrai ou faux, sur les chiffres de la violence dans les transports. C'est signé Léa Sulevich.